Alors voilà, Euh, aujourd'hui on est la veille de Tisha B'Av et il paraît que c'est très rare que Tisha B'Av tombe un Shabbat. Le prochain il paraît que c'est dans 20 ans. Et Tisha B'Av, ça nous rappelle le danger mortel de la haine gratuite. Et dans la vie du Rayatz, dans l'histoire du Rayatz, il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de haine gratuite. Donc on va rentrer directement dans le sujet. Et c'est très bien qu'on fasse cette conférence maintenant. En plus, en Parashat Varim, dans la Parashat Varim, on parle des 42 étapes qu'on a passées dans le désert avant de rentrer en Israël. Et en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de logique quand on est dedans, mais quand on regarde de haut, on voit qu'en fait, la logique, c'était d'aller dans la terre d'Israël. Donc, il y a aussi une logique dans toutes les souffrances qu'a vécu le Rayatz pour faire du judaïsme russe et aussi du mouvement Lubavitch quelque chose qui a un sens. Donc, voilà, je vais parler peut-être de la vie du Rayatz parce que en fait, les gens ne connaissent pas forcément la vie du Rayatz. Et ensuite, je parlerai de l'appartement de Mokhovaya à Leningrad. Donc, il est né à Lubavitchi, comme la plupart des dirigeants de Lubavitch. À l'époque, Lubavitchi, c'était un petit village, et c'était toujours un petit village au milieu de la campagne. En ce moment, c'est en Russie, mais à la frontière biélorusse. C'est un village où on sait exactement l'emplacement de la synagogue, de la maison du Rayatz, de la maison de son père, le Rachab, qui était le Rabbi Lubavitch numéro 5. Le Rayatz, c'est Rabbi Lubavitch numéro 6. Et le dernier Rabbi, c'est le numéro 7. Donc, comment on connaît l'emplacement exact? Eh ben, c'est parce que les nazis, quand ils ont bombardé Lubavitchi, avant de bombarder, ils ont fait des photos. Et grâce à ces photos, on a pu retrouver l'emplacement. Et les Lubavitch, ils ont racheté des terrains là-bas et ils ont reconstruit à l'identique les maisons des Rayatz, du Rachab, son père, la grande synagogue, la toute première Tomchet Mimim Yeshiva de Rachab, le père de Rayatz. Et dans les travaux, ils ont retrouvé une bouteille cassée de bénédictine. Je ne sais pas si vous êtes au courant. La bénédictine, c'est la boisson préférée des Lubavitch. C'était la boisson des rois, disait-il. Et c'est vrai que d'après mes recherches, j'ai vu qu'il y avait un roi français qui adorait la bénédictine. C'était le roi François Ier. Mais donc on a trouvé cette bouteille cassée, donc on sait qu'il y a des Lubavitch qui ont bu une bénédictine, qui ont laissé la bénédictine là, qu'elle s'est cassée, et qu'on l'a retrouvée dans le sol quand on a fait les travaux. C'était une grande fête qu'on a fait quand on a trouvé ça. Enfin, moi, j'étais pas là, mais celui qui s'occupe de Lubavitchi, il y était. Donc, le premier dirigeant, que ce soit l'Admour Azaken ou son fils, ils ne sont pas nés à Lubavitchi, mais son fils, il s'est installé à Lubavitchi. Après, tous les dirigeants Lubavitch sont nés à Lubavitchi, à part le tout dernier rabbi. Lubavitchi a été évacué quand il y a eu la Première Guerre mondiale. Alors, il faut savoir que les Juifs vivaient dans une sorte de ghetto immense qui englobait plusieurs pays. Actuellement, ce serait la Biélorussie, l'Ukraine, une partie de la Moldavie, une partie de la Russie, la Lituanie. Et tout ce territoire, c'est ce qu'on appelle le Yiddishland parfois. En anglais, on appelle ça le Pale of Settlement. Et donc, les Juifs n'avaient pas le droit de sortir depuis Catherine II, la tsarine russe de l'époque de Napoléon. Ils n'avaient pas le droit de sortir. De temps en temps, on les autorisait à sortir s'ils avaient fait des études ou s'ils voulaient faire des études, mais c'était très rare. En général, on les remettait dans ce grand territoire où ils devaient être agriculteurs et ils devaient faire des choses simples, de l'industrie simple, mais ils ne pouvaient pas se mêler au grand monde de la Russie. Et quand il y a eu la Première Guerre mondiale, ce Pale of Settlement, il a craqué. Il a craqué parce que les Juifs, ils ne voulaient pas se retrouver au milieu de la guerre, donc ils sont rentrés en Russie, tout d'un coup.
les Lubavitch, les dirigeants Lubavitch, que ce soit le Rachab, le père du Rayatz, et le Rayatz, ils se sont finalement installés à Rostov-sur-le-Don, une petite ville au sud. Et le Rachab, là-bas, il est arrivé donc en 1915 et il est mort en 1920. Quand il est mort, avant de mourir, il a laissé comme testament que le Rayatz, ce serait son successeur, et sa mission, c'est de renforcer l'éducation des enfants juifs. Or, quand il meurt, les communistes, ils prennent le pouvoir. Ils étaient en guerre contre les tsars pendant la Première Guerre mondiale et ils ont pris tout le pays en 1920 à la mort de Rachab. Première chose qu'ils font, ils ferment les écoles juives. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas de communauté concurrente, ils ne veulent pas d'idéologie concurrente. Ils se disent, on ne va pas réussir à convaincre les gens âgés de devenir athées. Mais les enfants, on peut les forcer à étudier dans les écoles communistes. Et puis au bout de 20 ans, on n'entendra plus parler de judaïsme. Donc c'était interdit pour quiconque d'enseigner le judaïsme à un enfant. Et ils ont fermé les écoles. Or, quand le Rayatz reçoit ce testament, c'est pas seulement son père bien-aimé qui lui dit qu'il faut renforcer l'éducation des enfants. C'est le rabbi des Lubavitch qui lui dit que c'est sa mission. Donc, il devait faire exactement ce que le rabbi Lubavitch lui disait, et en plus c'était son père. Donc, il s'est donné à cœur et à corps à cette mission, et il a dit, c'est lui qui a inventé ce concept de Messirut Nefesh. C'est-à-dire que on ne va pas chercher à mourir. Mais s'il faut mourir dans notre mission, on accepte la mort. C'est-à-dire que Rayatz a dit, je vais éduquer les enfants, et si on me tue pour ça, eh ben, que ce soit ce qui se passe. Et là, il s'est dit, bon, je ne peux pas réouvrir l'école, mais il y a 500 familles à Rostov-sur-le-Don, 500 familles juives. On va faire un grand calendrier et il y aura 5 enfants qui iront dans cette maison de 8h à 10h, de 10h à midi ils iront dans cette maison, et il y avait une organisation très complexe où les enfants allaient de maison en maison et les soviets ils ne pouvaient rien faire parce qu'ils voyaient juste des enfants qui allaient de maison en maison, ils ne voyaient pas des écoles, alors que les professeurs ils allaient dans certaines maisons, voilà, c'était privé. À ce moment-là, il a inventé ce qu'aujourd'hui on appelle le Bet Chabad, la maison Chabad. Ce système d'école décentralisée a tellement bien marché à Rostov qu'il l'a mis dans toute la Russie. Et il a pris sur lui, puisqu'il voyait que les autres rabbins n'osaient pas, devant la violence des soviets, ils n'osaient pas être Messirut Nefesh, et ben, il a décidé qu'il allait prendre la responsabilité pour tous les juifs. Et ça aussi, c'était une révolution, parce qu'à l'époque, chaque groupe était entre eux. Le groupe Lubavitch, c'était un groupe très restreint, il n'était pas ouvert aux autres juifs. Et le Rayatz, il a dit non, maintenant on est dans une situation où, peu importe si j'aide un professeur qui n'est pas chassid, qui n'est pas Lubavitch, s'il enseigne le judaïsme, je l'aide. Et il recevait de l'argent de ces organisations qui étaient partout dans le monde, et cet argent, il le redistribuait aux Lubavitch, tous les chassides, et même aux Lituaniens qui étaient autrefois les ennemis, et même aux séfarades, parce que côté Maroc, par exemple, il y avait l'Alliance universelle qui proposait une école de lumière, où on n'étudiait plus la Torah, on étudiait les mathématiques. Il y a certains rabbins qui ont accepté, mais certains rabbins qui ont refusé. Ceux qui ont refusé, ils n'avaient pas d'argent pour financer leurs écoles. Baba Saleh, c'était un exemple. Donc le Rayatz, il a dit, ben moi je finance aussi ça. Donc il a envoyé de l'argent au Maroc parce qu'il avait de l'argent. Il avait un bureau à New York qui commençait à cartonner dans les années environ 1923. En 1924, ça commençait à cartonner. Donc il distribuait à tous ceux qui avaient besoin d'argent. Et il y a une légende qui dit que Baba Saleh, quand il recevait une lettre du Rayatz, il mettait ses habits de Shabbat pour l'ouvrir. Donc
Donc voilà, ça c'est la révolution Rayatz. Il a aussi dit que c'était très important pour la femme d'étudier, pas que pour l'homme, parce que la femme, elle transmet aussi aux enfants. Donc il a fait beaucoup de choses qui sont extrêmement modernes, qui aujourd'hui font tout le succès des Lubavitch, leur façon d'être ouverts aux autres, d'ouvrir la porte à tous les juifs, d'aider tous les juifs, quels qu'ils soient, du moment qu'ils vont dans le judaïsme. Ils ont besoin de judaïsme, on leur en donne. C'est ça l'idée des Lubavitch, on ne ferme pas la porte à un juif. Et aussi, c'est cette idée que plus on m'interdit, et plus je vais trouver une solution qui finalement va être encore mieux que quand on ne m'interdisait pas. Donc, ça, c'est pour l'histoire des Vetravad. Maintenant, en parallèle, ce qui se passait, c'est que les soviets, c'était pas des antisémites comme les autres. Parce que à Rostov, il y avait beaucoup de juifs. C'était un endroit où beaucoup de juifs s'étaient réfugiés. Donc, il y avait une police spéciale là-bas, qui était composée de juifs, mais des juifs apostats, des juifs athées, des juifs anti-judaïsme. Et on appelait ça la Yev Sektia, en russe ça veut dire la section juive. Et ils avaient leur journal, Der Emes, ça veut dire la vérité. En fait, c'est une traduction de la Pravda. Pravda en russe, ça veut dire la vérité. C'est la presse propagandiste pour infuser les idées des communistes dans la société. Celui qui est contre ça, il peut se mettre en danger. Et par contre, c'est tellement vocal, tellement massif comme communication que les gens ils reçoivent que ça, et petit à petit ils s'habituent à ce message. C'est ça l'idée. Et du coup, Der Emes, c'était un journal comme la Pravda, mais en yiddish. Parce que les juifs, ils parlaient pas très bien russe, ils parlaient très bien yiddish. Alors du coup, il y avait des posters de cochons qu'il fallait manger en yiddish, par exemple. Quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs. Les juifs, ils se mettaient en tant qu'espions dans les groupes racidiques pour essayer de comprendre l'organisation, pour essayer de comprendre qui c'est qui est à la tête de ce réseau d'éducation, pour les dénoncer, et ensuite pour qu'ils soient attaqués, mis en prison, frappés, battus, parfois tués. Et c'était le quotidien des professeurs pour les enfants juifs. C'est-à-dire quand un professeur il passait son temps à enseigner à des enfants, il était financé d'un côté par le Rayatz, par un système tellement compliqué et secret que personne ne savait d'où ça venait. Et quand il recevait l'argent, il pouvait se nourrir, il pouvait enseigner. Et de l'autre côté, il y avait les espions qui essayaient de savoir qu'est-ce qui se passait. S'ils trouvaient le professeur, il était arrêté, il était battu, on lui expliquait que c'était interdit d'enseigner, et ensuite il était relâché. C'était le quotidien des juifs russes, et quand le Rachab est mort, donc le père du Rayatz, le Rayatz, il a mis tout ça en place, et c'est là que le rabbi, il est venu pour la première fois à Rostov, et qu'il a rencontré pour la première fois le Rayatz et sa future femme, Chaya Mushka, qui est la fille du Rayatz. Donc, le rabbi, c'est le beau-fils du Rayatz, c'est pas le fils. Il s'est marié avec la fille du Rayatz, Chaya Mushka. La deuxième fille, pour être précis. Et en fait, c'était une très grande consolation, parce que bien sûr, le Rayatz était très proche de son père, le Rachab. Le Rachab, il avait vécu une période atroce de l'histoire russe. Le père du Rayatz, c'était 1880 à 1920. C'est la période la plus violente contre les Juifs de toute l'histoire russe. Les deux tsars qui se sont succédés, Alexandre III et Nicolas II, il n'y avait pas plus antisémite que sur Terre. Et d'ailleurs, moi je dis souvent que la Shoah, pour nous c'était une surprise, c'était d'une grande violence, mais pour les Juifs russes c'était juste l'aboutissement de leur histoire, parce que de 1880 à 1920, il y a tellement eu de pogroms que personne ne peut dire combien il y en a eu. Les historiens ils disent entre 300 et 500, mais en fait on n'en sait rien. Et un pogrom, c'est une destruction totale. C'est une destruction totale encadrée par la police au cas où les Juifs ils voulaient se défendre. C'est d'une horreur absolue. Et si vous voulez avoir
un avant-goût de qu'est-ce que ça peut être un pogrom, il y a un seul pogrom qui a été documenté, c'est le pogrom de Lviv en 1941, quand les nazis ils ont conquis des territoires communistes en Ukraine. Les habitants de Lviv, ils ont fait un pogrom en 1941, et les nazis, ils se sont comportés comme des touristes. Ils ont pris leurs caméras, leurs photos, ils ont fait des photos du pogrom, et vous voyez des photos insoutenables, toutes les femmes dénudées, même celles qui sont mineures, des gens qui sont lynchés, ils baignent dans leur sang, des vidéos parfois, des choses vraiment dures, et tout ça sous les rires et les visages radieux des Ukrainiens qui faisaient ce pogrom. Donc ça c'est un pogrom, mais en fait il y en a eu des centaines, et pendant 40 ans. Pendant ces 40 ans, il y a 1,5 million de juifs russes qui sont partis de Russie. Pour vous dire qu'est-ce que c'était la violence. Ils sont partis en Argentine, aux États-Unis. Aujourd'hui, leurs descendants, il y a plein de descendants célèbres, si je vous dis quelques noms, que ce soit Sacha Baron Cohen, Harrison Ford, Woody Allen, même Bibi Netanyahu, il a une origine lituanienne, Scarlett Johansson, voilà, tous ces gens, Mark Zuckerberg, tous ces gens, ça faisait partie du Yiddishland qui se sont sauvés à cette période. Et le Rachab, donc le rabbi de Lubavitch numéro 5, il a dit, nous, on ne s'en va pas. Parce que si on s'en va, qui c'est qui va enseigner le judaïsme aux juifs qui restent? Pour lui, c'était très important, les juifs de l'Empire russe. Et le Rayatz, il a gardé cette idée, mais le Rachab, il était plus sensible que le Rayatz. Le Rayatz, c'était un rabbin très fort de caractère. Même, vous voyez sa photo, c'est un homme très fort, très dur. Mais le Rachab, c'était un homme très sensible. Il passait son temps à prier, en essayant de changer le monde. Il pleurait beaucoup. Il a rencontré Freud, d'ailleurs, et à Vienne, il est allé le voir. Et Freud, il a traité sa dépression. Et il paraît, pour les gens qui s'y connaissent en écrit Lubavitch, que les écrits du Rachab avant Freud et après Freud, ils n'ont rien à voir. Avant, c'est compliqué à comprendre, après, c'est limpide. Sous-entendu, Freud, il a guéri le Rachab. Ce qui est incroyable si vous connaissez l'histoire juive russe, parce que Freud, il était d'origine chassidique, mais il est devenu maskil, c'est-à-dire juif éclairé, juif attiré par la modernité. Il n'était plus attiré par ces histoires de religion qui étaient comme pour eux à l'époque des chaînes qui les retenaient de devenir modernes. Donc les maskilim, c'était des gens qui voulaient être dans la science, dans la philosophie, dans le monde, quoi. Et Freud, il faisait partie de cette génération de juifs maskil. Donc la rencontre Rachab-Freud, c'est une rencontre qui montre que voilà, la fraternité entre juifs, elle n'a pas de limite. On peut faire des choix dans la vie qui sont complètement opposés, antinomiques, et s'entraider quand même. C'est pour ça que je suis content que ça se passe juste avant le 9 Av. Et puis, Freud, on dit qu'il a aussi été influencé par les discussions qu'il avait eues avec le Rachab. Il y a un papier scientifique qui a été déposé sur cette rencontre, qui essaye de me trouver dans les écrits de Freud et dans les écrits du Rachab les influences de l'un sur l'autre. À Rostov, sur le Don, donc Rayatz, il est devenu le 6e Lubavitcher Rebbe. Il faisait ses écoles décentralisées, le Messirut Nefesh, il a fait beaucoup de Ma'amarim où il explique la nouvelle direction Lubavitch, qui n'est pas en contradiction avec l'ancienne, mais qui s'adapte à la nouvelle réalité, c'est-à-dire les communistes, qui sont pas comme les tsars. Les tsars, c'était des anti-juifs, religieux, fanatiques, irrationnels, et les communistes, c'était des anti-religieux, quelle que soit la religion un petit peu. Et surtout, il y avait des juifs parmi les communistes. Il faut savoir que les communistes, ils ont arrêté tous ces pogroms. Ces pogroms ont été criminalisés par Lénine, qui, dit-on, avait des origines juives. Mais le fait qu'il ait criminalisé ces pogroms, ça fait que beaucoup de juifs ont adoré les communistes. Parce que la vie était très dure pendant les pogroms.
Et ces juifs qui adoraient Lénine, ils se sont intéressés à sa philosophie, et puis c'était pas les plus intelligents, c'était pas non plus les plus nombreux, mais c'est devenu les plus puissants parce que le système était comme ça. Donc, à Rostov-sur-le-Don, cette Yev Sexia, elle devenait pesante sur le Rayatz, et le Rayatz, il se trouvait en danger à Rostov, parce que voilà, il y avait trop de juifs, et donc il y avait trop de Yev Sexia, et donc il y avait trop de gens qui regardaient exactement comment était organisé. Donc il s'est sauvé de Rostov en 1924. Il est arrivé à Leningrad, la ville qui aujourd'hui s'appelle Saint-Pétersbourg, mais que les Loubavitch appellent Pétersbourg parce qu'il n'y a rien de saint dans Pierre le Grand qui a construit Saint-Pétersbourg pour les Loubavitch. Ça s'appelait Saint-Pétersbourg au temps des tsars, ça s'est appelé Petrograd au temps des communistes, et puis quand Lénine est mort, on a mis Leningrad, et puis après c'est redevenu Saint-Pétersbourg, après 77 ans de pause. C'est marrant que ce soit 77 ans exactement, entre le moment où ça a arrêté de s'appeler Saint-Pétersbourg et le moment où c'est redevenu Saint-Pétersbourg. Et voilà que le Rayatz, il a acheté le 770 à New York. Donc il y a une correspondance drôle que j'ai vu nulle part relevée, donc je me permets de le faire. Donc le Rayatz arrive à Leningrad, et à Leningrad, là, il est un peu plus relax, parce que la Yev Sexia n'est plus beaucoup sur son dos. Elle est toujours là, mais elle a moins de pouvoir, elle a moins de prérogatives. Celui qui fait la loi à Leningrad, c'est le communiste local, qui n'est pas du tout juif, et qui a d'autres soucis que les juifs. Donc il est un petit peu plus libre, on va dire, si on peut dire ça, mais il ne va pas non plus dire qu'il est à la tête du réseau d'enseignement des juifs de Russie, mais il est un peu plus libre de ses mouvements, un peu moins scruté. Donc il va à Mokhovaya 22, c'est son adresse. On lui attribue un appartement, c'est pas son appartement parce qu'il n'y a pas de propriété privée chez les communistes. On te dit, voilà, tu habites là, et tu habites là. Il y avait son voisin qui était le gouverneur de Bessarabie, mais la Bessarabie n'existait plus. Et comme c'était un gouverneur, il était du côté des Blancs, il s'était sauvé quand les communistes sont arrivés. Donc il y avait un appartement libre, et ça tombait très bien parce que le Rayatz, il louait cet appartement, et le gouverneur de Bessarabie qui était en Suisse, il recevait le coût de la location, et personne d'autre que le Rayatz n'aurait pu lui payer une location de l'appartement, parce qu'un communiste ne peut pas amener de l'argent en dehors de la Russie. Mais comme le Rayatz, il avait des bureaux à Hebron, à Varsovie, qui n'est pas en Russie, et à New York, et même dans le sud de la Russie, dans plein d'endroits, il arrivait à récolter des dons. Maintenant, il va rester 3 ans, de 1924 à 1927, dans cet appartement. Mais en 1927, la Russie, elle a un gros revers parce que l'Angleterre décide de boycotter la Russie. Il y a les Russes qui avaient un bâtiment à Londres qui était là pour garantir les échanges commerciaux entre l'Angleterre et la Russie. Et ben en fait, il était utilisé pour espionner l'Angleterre. Les Anglais, ils ont fait un raid dans ce bâtiment, ils ont trouvé les preuves et ils ont supprimé toute la relation économique entre la Russie et l'Angleterre. À ce moment-là, Staline, il était très énervé contre l'Occident, très énervé contre les capitalistes, ce qu'il appelait les capitalistes, et il a décidé d'être intraitable sur les Russes qui étaient en Russie. Il ne pouvait pas attaquer les gens à l'extérieur de la Russie, mais à l'intérieur de la Russie, il pouvait faire ce qu'il voulait. Et il a commencé à lancer des grandes arrestations, tout ça, et dans le cadre de ces arrestations, le Rayatz, il faisait partie des cibles les plus importantes, puisque il y a une personne qui s'appelle Moïsei Litvakov, qui était le président de l'organe de propagande d'RMS, qui a dit c'est le Rayatz qui est à la tête du réseau des écoles juives en Russie. Le Rayatz, il venait de rencontrer Paul Warburg, c'est un juif très important d'Amérique qui était venu en Russie, et Paul Warburg avait donné l'argent des recettes au Rayatz, il lui avait félicité pour tout ce qu'il faisait, et
le lendemain, Deremes, Litvakov est titré, je vais vous dire, Rebbe Rayatz traite de la nation, agent capitaliste. C'était en gros. Le lendemain, le Rayatz était arrêté. L'arrestation est détaillée dans le livre du Rayatz. Donc, il y a 2 agents juifs encore qui viennent dans l'appartement au milieu de la nuit, à minuit. Il y en a un, il s'appelle Lulov, et l'autre, il s'appelle Nachmanson. Les 2, quand ils étaient petits, ils étaient dans des écoles Lubavitch. Et ils arrivent pour l'arrêter. Ils se comportent de manière vulgaire, agressive. Et puis, ils mentent. Au début, ils disent c'est juste pour fouiller, pour trouver des preuves de vos activités anti-révolutionnaires. Et après, ils disent c'est pour vous arrêter. Et ensuite, ils disent c'est pour vous arrêter, mais vous en faites pas, c'est une formalité, ça va durer même pas 24 heures. Et tout ça, c'est que des mensonges. En fait, ils l'arrêtent pour le tuer. Ils l'arrêtent, et ils l'arrêtent en pleine nuit parce que chez les communistes, on n'aime pas arrêter et qu'il y a un scandale. On le fait quand tout le monde dort, en secret. Ça fait beaucoup plus peur quand on s'y prend comme ça, que quand c'est avec beaucoup de bruit au milieu de la rue, et les gens ils peuvent se révolter, les gens peuvent dire mais c'est dégueulasse ce que vous faites. Donc ils le font en secret, et à ce moment-là, le Rayatz il montre sa personnalité. C'est quelqu'un qui est complètement insoumis. Quand on lui donne des ordres, il fait que ce qui est dans la légalité. Donc les agents ils lui disent faites-nous une visite de l'appartement. Il dit je ne suis pas obligé de vous faire une visite de l'appartement, visitez tout seul, vous faites ce que vous voulez. Et donc il ne se soumettait pas aux ordres superflus des agents. Maintenant il voit le mandat d'arrêt, il y a marqué et je l'ai ce mandat d'arrêt dans l'appartement, search and arrest. C'est-à-dire, ils fouillent l'appartement et ils arrêtent. C'est marqué ça. Alors lui, il croit que c'est une erreur parce qu'il a pignon sur rue. Tous les Lubavitch viennent toujours chez lui. Il a un appartement de 600 mètres carrés où il y a souvent des fêtes et des mahamarim. C'est pas illégal ce qu'il fait. Ce qui serait illégal, c'est s'ils avaient la preuve qu'il enseignait aux enfants. Mais officiellement, c'est pas interdit d'être juif en Russie communiste à cette époque. Et eux, ils ont le mandat d'arrêt. Alors, il est obligé de se soumettre. Ces 3 filles, et elles disent mais prenez-nous à sa place, il est vieux, il a des problèmes pour marcher, prenez-nous à sa place, on se porte garant. Et le Rayatz, il essaie de calmer les choses, il dit non. Et puis après, il y a sa mère, au Rayatz, qui était encore vivante, la femme du Rachab, elle se lève au milieu de la nuit, elle comprend tout, elle dit prenez-moi à sa place. Et pour vous dire le moment déchirant que c'est, à ce moment-là, les agents ils disent ramenez votre mère dans son lit, et ils notent dans ses écrits, le Rayatz, que ça c'est un petit brin d'humanité dans la méchanceté de ces gens-là, parce que d'après l'idée du Rayatz, ça n'existe pas quelqu'un qui est 100% mauvais ou quelqu'un qui est 100% bon. Tous les hommes, ils ont toujours un peu de mal et un peu de bien, et le but c'est d'avoir le plus de bien possible, bien sûr, mais voilà, même dans les gens les plus méchants, dans les endroits les plus infernaux, ils notent souvent dans ses écrits les petits côtés qui sont positifs, entre guillemets, si c'était possible. Donc, il est emmené à la prison de Shpalernaya. C'est une prison qui, les gens rentrent et ils ne ressortent pas en général. Suite à... on lui dit d'aller dans un couloir, il va dans un autre couloir. Grâce à ça, il évite la mort tout de suite. Il est reçu par une administratrice qui lui pose des questions. Elle lui dit remplissez ce formulaire. Il dit j'ai pas besoin de remplir, ceux qui m'ont amené ils connaissent tout de moi. Et elle dit oui mais vous êtes dans une prison, vous êtes obligé de faire ça. Et il dit non, moi vous le demandez à ceux qui m'ont amené. Et elle dit bon, je vais écrire pour vous, c'est quoi votre nom? Schneerson, c'est quoi votre appartement? Mochovaya 22, appartement 12. C'est une information qui est notée plusieurs fois sur le mandat d'arrêt
dans son livre où il explique qu'il avait été interviewé par cette administratrice. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui nous donne des informations très précises pour la localisation de l'appartement, qui seront très précieuses pour nous après. Et donc, elle prend toutes ces informations, elle lui dit « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Il dit « Recherche du divin, enseignement du chassidisme. » Il dit « Mais je ne peux pas écrire ça. » Et bien, il dit bah, « Écrivez pas alors. » Et à ce moment-là, il y a quelqu'un de plus important qui arrive, quelqu'un d'important dans la prison. Tout le monde a peur. Le Rayatz, il n'en a rien à faire. Lui, il est dans son esprit de Messirut Nefesh. Il a 2 vies et un seul Dieu. Il n'a pas plusieurs dieux et une seule vie. Donc si on le tue maintenant, lui, ça lui est complètement égal. Donc la personne importante, elle lui dit, bon, on va accepter votre fichier comme ça, juste signer. Et lui, le Rayatz, il sait comment ça se passe. Il barre toutes les feuilles pour être sûr qu'on ne rajoute pas quelque chose après qu'il soit parti. Il signe et il reçoit son yarlik, son matricule, et il va dans sa prison. Et c'est une longue marche vers sa cellule. Et en plus, il y a des escaliers en fer à monter et il a du mal à marcher. Et il demande si c'est possible de se reposer. Donc il s'assoit un petit peu avec le garde qui est censé l'amener à la cellule. Et le garde, en attendant, il trouve que c'est très intelligent de lui donner un aperçu de comment les gens meurent dans cette prison. Donc il dit toutes les sortes de tortures. Qu'est-ce qui est plus simple? C'est plus simple avec une balle dans la tête que si jamais on vous pend. Voilà, il détaille les façons de tuer les gens. Et le Rayatz, qui n'est pas du tout impressionné, il lui dit excusez-moi, c'est l'heure de la prière, est-ce que je peux mettre les téphilines 5 minutes? Et le garde il dit mais je n'ai pas l'air d'ailleurs, c'est pas une synagogue, alors c'est interdit de mettre les téphilines ici. Alors du coup après ils se remettent à marcher. Le Rayatz il a du mal à marcher, il y va tout doucement et donc il commence à monter un escalier en fer, ensuite le deuxième escalier, et au bout du deuxième escalier, pendant le deuxième escalier, il a vraiment envie de mettre ses téphilines. Donc en marchant, il commence à mettre ses téphilines. Le garde, il est devant, il ne voit pas, dans un premier temps, mais au bout du deuxième escalier, il se retourne et il voit, et est tellement énervé que le Rayatz, il ait mis ses téphilines, il lui donne un coup dans le visage qui fait tomber le Rayatz en arrière. Et quand il s'écrase sur le sol en fer entre les 2 escaliers, il y a sa boucle qui lui rentre dans le ventre et il se met à saigner. À ce moment-là, le garde il dévale les escaliers, il dit « Je t'avais dit de ne pas mettre les téphilines ». Il commence à lui donner des coups de pied alors qu'il est à terre. Et le Rayatz il dit « Écoute, si jamais tu veux que je me relève, il faut que tu m'aides ». Ça, c'est la force du Rayatz. Il arrive à ne pas se laisser impressionner par un fou furieux et il lui propose d'être à la place d'être méchant, d'être gentil. Alors le garde, il l'aide à se relever. Il a beaucoup de sang qui est en train de couler et cette plaie, elle sera réglée par un docteur le lendemain. Mais toute la nuit, il va passer dans son lit avec cette plaie. Il va aller dans un bureau, ses téphilines elles vont être confisquées. Et donc il va aller dans sa chambre, il n'a pas encore mis les téphilines. Pour lui, il n'a pas encore mis les téphilines. Et il décide d'entreprendre une grève de la faim tant qu'il n'a pas les téphilines. Il dit au garde, vous avez un maître à servir. Ben moi aussi j'ai un maître à servir. Et le truc c'est que les gardes, ils ont envie de le tuer. À chaque fois, il y en a un qui dit, et il y en a un qui est particulièrement antisémite, il s'appelle Pétia, il dit, mais pourquoi on ne le tue pas, lui? Et en fait, les communistes, ils ont une procédure. Tout marche avec la procédure. Si jamais ils n'ont pas l'ordre de tuer, ils ne peuvent pas tuer. Ils ne peuvent pas prendre la responsabilité d'avoir un prisonnier mort tant qu'ils n'ont pas ils n'ont pas trouvé le papier qui dit qu'il faut le tuer. Or, il était parti dans un autre couloir. Alors du coup, la bureaucratie, elle était folle, ils ne pouvaient pas comprendre quel était son sort. Donc ils ne pouvaient pas le laisser mourir. Je vous la fais courte, ils lui ont rendu les téphilines. Au début, ils lui ont dit on les a jetés à la poubelle et tout ça, et ils lui ont rendu.
Cette prison, Shpalernaya, tous les soirs, il y avait des gens dans les cellules qui étaient pris pour être tués. Donc en pleine nuit, on entendait des cris, me prenez pas ça, et tous les soirs, il y avait une fournée de prisonniers qui étaient tués. Un soir, alors lui, il a rencontré dans sa cellule des gens qui étaient pas juifs même, des gens qui étaient juifs, mais c'était des gens qui avaient le même sort, même s'ils étaient complètement différents. Il y avait des blancs, il y avait des tsaristes, il y avait des religieux chrétiens orthodoxes, et il y avait le Rayatz. Et donc, quand il a été dans cette cellule, il s'est fait des gens étaient très proches de lui, parce qu'il parlait beaucoup de racidisme, et ça intéressait les gens, ça. Et au final, un soir, ils viennent le chercher lui. Et à ce moment-là, les gens dans la cellule, il y en a qui pleurent, ça. Il se lève, il met sa toque de rabbin, et il sort. Il met son talit. À ce moment-là, il va dans un bureau, on lui demande d'enlever son talit, il dit... non, on lui demande d'enlever sa toque, il dit, mais vous savez qui je suis? C'est-à-dire, il est dans une prison. On essaye de le déshumaniser, on essaye de lui faire comprendre que c'est pas lui le patron, c'est les gardes. Et lui, il fait comme si de rien n'était. Il est toujours le rabbi des Lubavitch. Ils disent, on va procéder à un interrogatoire. Ils commencent à lui poser des questions. Les réponses, elles amusent les gardes, parce que lui, il dit que, voilà, il a été amené par des apostats, des athées, qui sont juifs et qui sont antisémites, et à cause d'eux il y a de l'antisémitisme, et eux ça va être les prochaines victimes des communistes. Et donc tout le monde se moque de lui, et il commence à dire, écoutez, enlevez votre talit là. Il dit, si vous m'enlevez mon talit, l'interview est terminée. Il avait une... Et c'est marrant parce qu'il détaille tout ça dans ses écrits, dans ses mémoires. Ces mémoires ont été perdues à Varsovie, mais elles ont été réécrites de mémoire par le rabbi. Et donc un moment, il est assis, et on lui demande de se lever pour recevoir une nouvelle. C'était la procédure, quand un prisonnier devait recevoir une nouvelle, il devait se lever, pour montrer qu'il devait, voilà, le respect pour les gardes. Or, lui, il ne voulait pas se lever. Il dit, moi, je me lève que devant Dieu. Je me lève pas devant un mortel. Normalement, c'est les autres qui se lèvent quand je rentre dans une salle. Mais il le dit en yiddish. Alors, du coup, il y a un juif parmi les gardes qui lui dit en yiddish, si jamais tu ne te lèves pas, on va te casser la gueule. Et lui, il répond, nous. Et ce mot, nous, c'est un mot en même temps yiddish, en même temps russe, en même temps hébreu, qui veut dire, et alors, vas-y. Alors à ce moment-là, il reçoit un coup de poing dans la mâchoire qui lui fera mal pendant des années. Et ça valait pas tellement le coup. Je vais vous dire pourquoi. Parce que en fait, la nouvelle qu'on était en train de lui donner, c'était que comment on dit son... Sa peine. Death sentence. La peine. Sa peine de mort, elle avait été changée En prison. Dans un premier temps. C'était une prison, en fait c'était un camp de concentration. C'était le tout premier camp de concentration sur lequel les nazis se sont inspirés, et là où tout le monde était tué. Il n'y avait personne qui... Mais finalement ça a été encore changé en exil à Kostroma, une ville perdue, et un peu plus tard, quelques jours plus tard, ça a été la libération. Je vous la fais courte parce que j'ai envie de parler de l'appartement, mais grosso modo, tout ça, entre l'arrestation et la libération, il ne s'est pas passé un mois. Ça s'est passé très rapidement. Mais les réseaux se sont activés. En dehors de la prison, il y a le Rav Kook en Israël, un Lituanien, qui a entendu que le Rayatz avait été arrêté. Il a crié au monde entier qu'il fallait tout faire pour le libérer. C'est une mitzvah de libérer un otage. Et encore, aujourd'hui, c'est très actuel. Libérer un otage, c'est une mitzvah, c'est-à-dire un commandement. C'est pas genre une bonne action. C'est un commandement de Dieu. Quand un juif est entre les mains, entre les griffes d'un ennemi, et qu'il ne peut pas partir, c'est à nous de le sortir. Donc,
le monde entier l'a entendu, et il y a une chaîne de solidarité incroyable qui va des Lituaniens jusqu'aux athées, en passant par les réformés, des gens qui sont différents et qui se sont unis pour sauver le Rayatz, et il y a même des non-juifs. Donc, parmi la non-juive la plus décisive, c'était Ekaterina Peshkova. C'est une femme qui était anciennement mariée avec Maxime Gorky, qui est un grand écrivain russe. Maxime Gorky, il a été aussi très décisif dans l'aide pour les Juifs, parce qu'il avait sauvé Bélis. Dans l'affaire Bélis, c'était une accusation de meurtre rituel sur un enfant chrétien, enfin un truc dégueulasse, que Nicolas II soutenait. Et Bélis, il avait dit que c'était un scandale, il l'en a appelé au monde, ça a donné une très mauvaise image de la Russie, et au final Bélis a été libéré, et voilà, il devait être tué lui aussi, mais il a été libéré parce que voilà, il était innocent. Mais c'était l'idée à l'époque que les Juifs, ils prenaient des enfants chrétiens et les tuaient pour faire la matzah. Donc Maxime Gorky l'a aidé dans ce cas, et sa femme, elle a sauvé le Rayatz. Elle a sauvé le Rayatz, et aussi, vous vous rappelez, Staline, il a un boycott de l'Angleterre. Il était en train de négocier une relation commerciale très délicate avec la Lituanie, avec un ministre qui était, par hasard, un rabbin. Et à ce moment-là, le rabbin il a dit, écoute, tout notre accord, il dépend de si tu libères le Rayatz. Alors, Staline, il avait la main forcée. L'homme le plus dangereux du monde, à l'époque, en 1927, il était déterminé à tuer le Rayatz. Et donc, à ce moment-là, on lui a forcé la main pour le sortir. Alors, il a dit, le Rayatz, il va être libéré, mais seul. Sa famille, elle reste ici. Et le Rayatz, il a refusé. C'est-à-dire, tout le monde essaye de le sortir. Lui, il dit, non, moi, je ne sors pas comme ça tout seul. Soit je sors avec toute ma famille et quelques chassidim, soit je reste ici parce que mon rôle, c'est les Juifs de Russie. Et moi, Messirut Nefesh. Et donc, et en plus, avec toute ma librairie. La librairie personnelle, pas la librairie historique de Chabad. Et Staline, il a cédé sur tout. Et c'est le seul cas de toute l'histoire communiste où on a un condamné à mort qui finalement est exilé de Russie sous ces conditions. Même exilé de Russie tout court, c'est jamais arrivé, un condamné à mort. Il y a des gens qui ont été exilés de Russie, mais ils n'étaient pas condamnés à mort. Lui, condamné à mort, exilé de Russie, c'est le seul cas que je connaisse. Je n'ai pas trouvé un autre. Mais sous ces conditions en plus. Donc ça, c'est un miracle d'une force incroyable. Et c'est seulement l'un des miracles de la vie du Rayatz, parce qu'il a été sauvé aussi de la mort sous les tsars. Il a été sauvé à Hebron, il est parti juste une semaine ou deux avant le grand massacre de Hebron par les Arabes en 1929. Où c'est qu'il s'est installé après la Russie? Je vous le donne en mille. Dans la yeshiva qu'il avait prévue comme refuge pour les Juifs de Russie, c'est la yeshiva de Varsovie. Or, Hitler, il est arrivé, il a fait un ghetto à Varsovie. Là encore, il y a eu un lobbying des Américains qui, à l'époque, n'étaient pas encore ennemis des nazis. Et les nazis, ils ont escorté le Rayatz en dehors de la Pologne. C'est un truc qui est arrivé pour personne. Donc, voilà, on dit que la foudre, elle frappe jamais deux fois au même endroit, mais dans le cas du Rayatz, l'accumulation de miracles est vraiment indiscutable, à tel point qu'il commençait à avoir une réputation parmi les Lubavitch d'être presque le Messie. Et le rabbi, c'est comme ça qu'il décrivait son beau-père. En ce qui concerne le reste des Juifs, c'était le porte-parole des Juifs qui souffraient, porte-parole des Juifs russes. Tout le monde savait que les Juifs russes, c'était les Juifs qui souffraient. Après, avec la Shoah, sa voix, elle s'est un peu perdue dans le vent, et la souffrance était tellement terrible pour tous les Juifs d'Europe, et que les gens, ils ont commencé à oublier le Rayatz. Mais, avant Hitler, c'était lui le porte-parole des Juifs qui souffrent dans le monde. Si on voulait aider les Juifs, on passait par le Rayatz. Donc, juste un petit détail, pendant qu'il se faisait arrêter dans son appartement
à Mochovaya 22, il y a une histoire qui n'est pas dans le livre du Rayat, mais que tous les Lubavitch connaissent parce qu'il la répète chaque année depuis qu'ils ont 3 ans, c'est l'histoire du balcon. Donc, Chaya Mushka, au moment où l'Aïef Sexia est en train d'arrêter le Rayat, elle va sur le balcon, elle voit le rabbi qui est en train d'arriver. Or, l'Aïef Sexia, elle a dit, vous laissez les portes grandes ouvertes pour qui vient et fermées pour celui qui sort. Sous-entendu, si le rabbi il était rentré, lui aussi il était pris. Les deux étaient tués, et vous et moi on n'aurait plus entendu parler de ce que c'est les Lubavitch. C'était fini, ça en était fini de l'histoire des Lubavitch. Ce balcon, c'est le balcon qui a sauvé le mouvement Lubavitch. Et donc ce balcon c'est comme le Kotel pour les Lubavitch. Ils viennent du monde entier pour le voir, pour faire des photos dessus. Depuis que je l'ai acheté, ils viennent sur le balcon. Mais avant, ils allaient dehors et ils faisaient des photos comme ça de dehors. Et donc, tout le monde les voyait et ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là à faire des photos? Parfois, ils rentraient dans les appartements des non-juifs, ils leur payaient 50 € juste pour voir l'appartement. Donc, j'ai dit, c'est dommage. Il y avait cet appartement à vendre. Le vendeur, il avait fait toute l'enquête. Une enquête minutieuse. On savait que c'était l'appartement 12. Le vendeur qui n'était pas juif, il était avocat. Il est allé chercher la communauté Lubavitch. La communauté Lubavitch lui a montré le mandat d'arrêt. Il est allé chercher par lui-même dans les archives un plan de 1930, c'est-à-dire 3 ans après que le Rayat est parti de Mochovaya. Et il y avait marqué appartement 12 barré, changé en 10. Ça veut dire qu'avant 1930, l'appartement 12 c'était là. Donc on sait exactement où était l'appartement 12. Et en même temps, on a un témoignage on a plusieurs témoignages. Un témoignage de Rav Alt-Oiz, qui est très proche du Rayat, qui a compté le nombre de fenêtres de dehors. Il a juste oublié de dire quel étage, mais il a dit le nombre de fenêtres. Et donc ça correspondait à la structure de l'appartement 12 et 21 d'après les plans. Et il y avait Morozov. Alors Morozov c'était l'homme le plus proche du Rayat. Il a été arrêté et tué, mais il a donné les papiers secrets à son fils, que personne ne soupçonnait. Son fils, il s'est sauvé, il est allé voir le Rayat. Il lui a expliqué que son père avait été arrêté, et donc que le Rayat s'était visé. Et il a dormi quelques jours dans l'appartement du Rayat, mais côté fille. Donc la famille du Rayat, elle dormait pas au même endroit que le Rayat lui-même et sa mère, et sa femme. Donc Morozov, fils, il a bien décrit l'appartement, qui est un autre appartement, l'appartement 52, où Chaya Mushka Sheina vivait dans une chambre, et la première fille du Rayat avec son mari le Rachag, il vivait là-bas aussi. Et il y avait aussi une petite salle de prière, une petite salle de Yechidut, d'interview personnalisée. Et c'est tout. Il ne dit pas où est la chambre du Rayat, où est la chambre de la Rebetzin du Rachab. Donc, avec ça, selon tous les avis, on a un appartement qui fait environ 500-600 mètres carrés. Si on devait acheter chaque appartement, ça coûterait 3 millions d'euros. Moi, j'ai acheté 80 mètres carrés, mais c'est 80 mètres carrés les plus importants parce qu'il y a le balcon, il y a un tiers de la grande synagogue où le Rayat faisait ses Mahamarim et tout ça. Et il y a le coin de la rue, parce qu'on sait que son appartement est en coin de Mochovaya et Pestelia, qui sont les 2 rues les plus importantes de l'époque des Tsars. Et donc on a une idée très précise de où est son appartement. Moi j'ai acheté qu'une partie de 80 mètres carrés, et il y a encore le reste à acheter. Quand je l'ai acheté, dès que je l'ai acheté, le Rav Yitzhak Kogan, qu'on surnomme le tzaddik de Leningrad, c'est le rabbi qui l'appelait comme ça, il a entendu dire que j'avais acheté l'appartement, il a pris l'avion immédiatement, il est venu au tout premier Farbringen qu'on a fait après l'achat, qui était pour le 97e anniversaire de l'arrestation du Rayat. Il est venu,
Il m'a vu, il a dit c'est toi? J'ai dit oui, c'est moi qui ai acheté. Il a couru vers moi, il m'a embrassé la main. Maintenant c'est un vieux monsieur, tout gentil, tout mignon. Tout ça. C'est pas moi, vous de m'embrasser la main, c'est à moi de vous embrasser la main. Un homme, on comprend pourquoi on l'appelle le tzaddik, il est très important dans le mouvement Lubavitch, mais il est très humble, il est très gentil, tout le monde l'adore. Et c'est quelqu'un, tous les rabbins qui étaient là, chaque rabbin de chaque synagogue de Saint-Pétersbourg, ils étaient venus pour le Farbrengen et ils faisaient des vidéos pour montrer qu'ils étaient proches du Rav Tzaddik de Leningrad, pour vous dire à quel point il est important. Il a dit c'est ça l'appartement, c'est ça le balcon. À partir de là, il y avait des Lubavitch du monde entier qui voulaient venir dans l'appartement. Donc régulièrement, je reçois des gens d'Amérique, de Californie, d'Israël, de Moscou aussi, bien sûr, de Saint-Pétersbourg, de tous les gens qui peuvent venir à Saint-Pétersbourg. Ils appellent le Chief Rabbi de Saint-Pétersbourg, qui m'appelle, j'ouvre la porte pour eux. Et ils font des photos, ils font des nigunim. Le nigun de Rayat, c'est Benoni. Ils font des prières. Et puis, je commence à créer une sorte de musée où je mets des panneaux informatifs. Et aussi, je dois acheter des reliques, je dois acheter des choses à voir, faire un truc un peu multimédia. J'ai envie de faire le tout premier musée juif de Saint-Pétersbourg parce que les Russes, ils ont des musées pour tout. Ils sont fans des musées. Pour eux, c'est comme une boulangerie pour nous. Et ils n'ont pas de musée juif à Saint-Pétersbourg. Donc, je vais faire le tout premier musée juif. Les pauvres. Pour moi, c'est incroyable qu'ils n'ont pas de musée juif. Donc, et je reçois beaucoup d'intérêt de la part des non-juifs. Ils veulent toujours que je fasse des conférences. Mais jusque-là, voilà, j'avais pas écrit mon livre. Il n'est pas encore traduit complètement en russe. C'est un livre qui a que 50 exemplaires en français. Tiens, je le mets pour la caméra. C'est un livre où j'explique toute l'histoire du Rayat, des Lubavitch en général, et de l'appartement en particulier. Comment je l'ai acheté, parce que je ne suis pas allé dans le détail, mais c'est très drôle la façon dont je l'ai acheté. Il m'est tombé dessus sans que j'ai rien à faire. L'enquête, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. J'avais du cash qui traînait, je ne savais pas quoi en faire. Il n'y avait personne, aucun concurrent, personne ne voulait l'acheter. Je suis allé voir le Chief Rabbi de Saint-Pétersbourg, j'ai dit voilà, on a les preuves, il faut l'acheter. C'est votre appartement, votre balcon, il faut l'acheter. Et le Rav Pesner, il dit ah non, on ne va pas l'acheter. J'ai dit quoi? Mais regardez tous les Lubavitch qui passent, ils font la photo, vous n'allez pas l'acheter? C'est un lieu sacré pour vous, non? Il m'a dit oui, mais la question a été soulevée, le Rabbi il a dit c'est pas la peine. Et moi, je fais exactement comme un soldat ce que le Rabbi m'a dit. Je dis, ok, c'est pas la peine, mais c'est pas interdit non plus. Chazé Shalom, non, c'est pas interdit. Bah, il y a bien quelqu'un qui va l'acheter. Et personne ne voulait l'acheter, parce que tout le monde considérait que c'était un endroit trop sain pour en faire un appartement où on va dormir dedans. Moi... C'est comme la souka. Alors, du coup, je me suis dit, bon... je ne vais pas laisser un non-juif acheter cet appartement et on est reparti pour 10 ans. En plus, c'est la partie la plus importante. Donc, voilà, j'ai acheté par un coup de tête. En plus, en Russie, tout est super simple pour acheter. Ça se fait en 24 heures, ça coûte 20 € de notaire. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment incroyable. Donc, Il faut juste 3 millions de dollars, quoi. C'est 300 000 euros. Les 600 mètres carrés. Voilà, 3 millions. Si je veux acheter les 600 mètres carrés, ce serait 3 millions. Donc, c'est juste 3 millions de dollars. Voilà, si vous avez 1 million de côté, je suis preneur. C'est ça. Non, c'est simple. C'est pas si simple. Il faut avoir le cash. Il faut avoir. C'est ça que je veux dire. Donc voilà, bon, je vais pas le faire tout seul, mais en tout cas, j'ai commencé le musée. Et j'aimerais bien acheter le reste de l'appartement pour faire un grand musée, casser les murs. Et là, on est en négociation pour mettre une plaque mémorative sur le bâtiment où on verrait la photo du Rayatz pour bien montrer à tout le monde que le Rayatz il a vécu ici. Ce serait une très grande avancée. On est en collaboration avec la synagogue de Saint-Pétersbourg, bien sûr. Et donc voilà, c'est un projet complètement... Il y a un crédit là-dessus. Il n'y a pas de crédit. Non, pas de crédit. Pourquoi? On ne peut pas acheter à crédit. C'est 14% là-bas, hein, sur le rouble qui fait que de monter. Peu importe. C'est Est-ce que c'est important?
écoute, si jamais tu veux prendre un crédit, moi je suis pas contre, mais moi j'ai pas envie de m'engager sur un 14%. Non, mais d'accord, mais est-ce qu'il y a autant de monde que ça? Ah oui, oui, tout le monde voudra voir le musée. Après, L'idée, c'est pas de gagner de l'argent sur le musée. L'idée, c'est de faire rembourser le crédit en ayant des gens qui viennent. Ouais. Mais ensuite, quand ce crédit est payé, que cet argent serve à des œuvres. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a pas une idée de s'enrichir. Il y a juste une idée de garder le bien au sein de la communauté. Ouais. Et lorsque le crédit est apuré, et ben que ces deniers-là deviennent une aide pour les communautés juives, qu'elles soient russes ou ailleurs. Ouais, pourquoi pas, ouais. Mais d'abord, il faut tout faire, hein. Il faut acheter. S'il y a autant de personnes, à 1 ou 2 euros par personne, les gens ils vont s'engager à 1 ou 2 euros. Je veux dire, Quoi, non, l'entrée, elle sera plus chère que ça. Hein. c'est un exemple. Ouais. C'est un Mais exemple. grosso modo, Là, les gens ils sont prêts à donner quelques euros. il y a l'achat des appartements, mais après, il faut faire les travaux. Et ensuite, il faut aussi remplir le musée avec des objets d'art ou historiques et des Ouais, mais trucs. là, on est loin. Ouais, Déjà, dans l'achat, il faut déjà prévoir l'achat. Il ne faut pas déjà. Ouais. Il ne faut pas prévoir des travaux, il faut prévoir déjà l'achat. Et puis les travaux, est-ce que c'est une obligation? Est-ce que ce serait peut-être pas mieux de laisser dans son jus, en gardant les murs, tout comme ça? Non, mais tout ce qui est, c'est Voilà. pas original. Ça a été reconstruit. d'accord. C'est pas. D'accord. Il y a que les murs des façades qui sont originales. ben Tout voilà, le reste, c'est. Pendant la période communiste, il y avait ce qu'on appelle des communalkas, c'est-à-dire on prenait des grands appartements d'aristocrates comme dans ce quartier-là précisément, on les subdivisait en plein de petits, on mettait des gens qui n'avaient rien à voir avec ensemble, mais Il est en location. il n'y a pas de location. À l'époque des communistes, il n'y avait pas de propriété privée. Mais moi, quand je parlais du Rayat, il est parti en 1927. Après, entre 1927 et disons la fin du communisme 1989, il y a eu n'importe qui était dedans. Ouais. Et puis aujourd'hui, il n'y a que des non-juifs. Sauf une veuve de juifs qui a un appartement, mais ils sont vraiment pas religieux. Parce que 600 mètres carrés, récupérer, c'est faire repartir l'activité du rabbi. Ouais. D'accord? Parce que un musée, ok, mais est-ce que ça peut pas, là-bas, est-ce qu'il n'y a pas assez de juifs pour faire revivre ce lieu avec des cours, avec une activité. Faire un betravad, là. Voilà, un betravad. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Est-ce qu'il y a du monde? Moi, je ne sais pas. C'est une bonne question. Parce que tout de suite, ils viennent prendre le balcon en photo, mais ils seraient peut-être partants pour revenir faire toute la vie d'un lieu, le faire repartir. C'est-à-dire, il y a déjà une synagogue dans le quartier. Et ça n'a pas de. Bien sûr, il y a les synagogues dans le quartier aussi. Rabbi Enfin, Nachman, les gens vont par milliers, par centaines de milliers à Rabbi Nachman. Ouais. Je veux dire, 770s, les gens y vont. Il faut qu'il y ait une synagogue Voilà. dans ce truc, oui. C'est ça. Mais il faut qu'il y ait assez De mètres carrés. non, de juifs. Parce Mais que même s'il n'y a pas assez de juifs, il y a tellement de juifs qui Non, visitent mais tu peux Saint-Pétersbourg. avoir 50 mètres carrés, mais s'il n'y a pas un seul juif, tu as assez de place. Ouais. Mais tu sais, Saint-Pétersbourg, déjà pendant les sanctions, c'est très visité. C'est la Paris de la Russie, vraiment. Quand les sanctions vont tomber, Saint-Pétersbourg va être envahi de touristes et tout le monde va se demander il est où le musée juif. Et donc, t'en fais pas, il y aura un minyan tous les jours. Hein. Non, mais d'accord. Mais voilà. Donc, je veux dire, je pense pas que ce soit quelque chose de compliqué. Il avait mis combien de temps de ouais, faire, cette période-là, normalement 3 ans. 3 Et ans. c'est les 3 ans qui ont changé, révolutionné tout le mouvement Lubavitch. C'est comme s'il était en location dans un appartement, je sais pas, à Paris. C'est comme le 17 rue des Rosiers, Il quoi. faut Ouais, c'est ça, là, il faut racheter combien de mètres carrés il faut racheter 600. Non, mais en morceaux. Le deuxième morceau important. Ah ouais, c'est que des petits morceaux, 100 mètres carrés maximum, quoi. Même pas, c'est 50, 80. C'est pas tous identiques. Et c'est quoi? C'est 200 000, 300 000, c'est quoi? C'est... Ouais, il y a des apparts à 200 000.
des apparts de 300 000, ouais. On coupe. Ouais, comme vous voulez. Vous pouvez- Tu peux arrêter 2 minutes. Ah, j'arrête de fumer. J'éteins ou Ah, je on va mets parler argent, ça va être ça. Ah, attendez, ça coupe.